Good morning, Bonjour, bonjour. Et je vois qu'il y a beaucoup de monde. Merci d'être ici, Monsieur le Premier ministre. Quelle belle surprise, merci. Je suis très très heureuse d'être avec vous. Nous n'avons que 25 minutes, donc je voudrais aborder ce qui nous intéresse. Tout d'abord, je voudrais parler de l'incident et des excuses. Oui, je pense que c'est quand même un bon point de départ. Dans cet échange concernant les femmes et la politique et l'inclusion, il faut quand même faire attention à ce qui se passe autour de nous. Et je vois ce qu'a dit Rona Ambrose. Il est important d'être... Qu'est-ce que c'est qu'un partenariat avec le Premier ministre? Quelles sont les règles qui régissent cela? Alors moi, en tant que femme, ou être une femme dans le monde politique, c'est que, vous savez, on ne peut pas quand même violer des règles dont on ne connaît pas l'existence. Donc on peut se demander qu'est-ce que c'est que cette règle que l'on m'impose et comment est-ce que je suis censé y réagir. Alors, s'agissant de Wildrose, oui, bien sûr, j'ai accepté les excuses, mais c'était quand même un cas différent. C'était une première ministre femme en Alberta, on parlait des changements climatiques et je crois que la méchanceté de l'attaque était particulière. Donc il faut suivre ça de près. Bon, j'ai deux questions. Est-ce que vous pensez qu'une femme en politique aurait fait ce genre de choses? Est-ce que ça aurait été différent? Non, je crois que les normes sont différentes. Notamment l'acceptation du comportement est différente. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont méchantes en politique? Ah, certainement. Oui, oui. Il faut bien le reconnaître. Et j'espère qu'en Ontario, tout dignitaire en visite serait traité différemment de la façon dont j'ai été traité à l'occasion de l'incident Wildrose. Et donc, je pense que ça peut être le cas, mais... Et c'est imprévisible, quand même. La vie politique, c'est difficile, il y a toutes sortes de défis. Vous savez, je ne me suis pas présenté au niveau provincial avant d'avoir atteint l'âge de 50 ans. Donc, j'avais déjà roulé ma bosse et je comprenais qu'il y avait là qu'il fallait avoir la peau épaisse, et j'ai la peau épaisse, et qu'en politique, il faut avoir la peau suffisamment épaisse pour ne pas souffrir, mais ne pas être indifférent aux critiques. Il faut admettre un certain nombre de critiques et peut-être aussi réagir le cas échéant ou admettre ce qui est utile aussi. Voilà. Donc je crois que j'étais prête pour ce genre de vie politique, mais je crois que ça permet de comprendre le matin, quand on se réveille, et d'avoir peur de lire les journaux. Enfin, pas avoir peur, mais bon, disons de savoir qu'on peut y retrouver des choses désagréables. Et puis il y a des choses très très subtiles. Et donc je m'entretenais avec Rachel Notley. Certains d'entre vous avez vu l'article du National Post concernant la taille de la première ministre dans le pays. Ah, c'est subtil. Eh bien, mais les femmes les femmes biologiquement ne sont pas aussi, n'ont pas la même taille que les hommes. Elles sont plus petites. Et donc, nous avons des premiers ministres et des premières ministres, premiers ministres qui sont assez hauts de taille. Alors, quand on prendra la photo à côté du premier ministre, la photo aura l'air un peu bizarre. Alors, pourquoi est-ce que Rachel Notley doit expliquer que même si elle ne fait que 5 pieds 2 pouces, elle peut quand même être une femme en politique? Et moi, je fais 5 pieds 4, pardon. Et ben voilà. Alors, c'est le genre de choses pour lesquelles on doit consacrer de l'attention. Parce que vous savez, les talons, on ne peut pas les faire si haut que ça. Il y a une limite quand même. Est-ce qu'il faut qu'il y ait davantage de femmes en politique? Ah oui, absolument.
Parce que, en fait, tout ça, ça s'efface petit à petit. Et lorsque nous serons suffisamment nombreuses qui ne pourront pas faire des petites catégories, des petites boîtes avec des étiquettes. Ah, ça, c'est encore les femmes en politique. Le Premier ministre a ouvert la voie pour ça, parce qu'avoir 50% de cabinets composés de femmes ministres, ça, c'est un vrai record. Et voilà, je vais vous expliquer pourquoi c'est formidable. D'abord, nous étions en 2015, 2016, donc le moment était largement venu. Mais, en fait, ce qui le rend exceptionnel, c'est que on a changé maintenant la façon dont on débat des choses. Et le nombre de femmes autour de la table, que ce soit un conseil d'administration, que ce soit un cabinet gouvernemental, que ce soit un caucus, ça signifie que les questions abordées sont différentes, les décisions sont orientées différemment. Et donc, par exemple, il y a le plan d'action contre les violences et les sévices sexuels. Et donc, il y a davantage d'hommes qui viennent me voir en disant, nous-mêmes, tout seuls, nous n'aurions pas réussi à obtenir cela s'il n'y avait pas eu le rôle de leadership des femmes pour obtenir ces résultats. Et donc, je pense qu'il y a eu un événement qui a accélérer les choses, c'est que je me trouvais autour de la table avec la personne, le ministre responsable avec un groupe de femmes de collège, université, qui s'adressait à moi, et donc 2016-2015, et qui me disait qu'elle n'obtenait pas la possibilité d'être à la table concernant les décisions qui étaient prises pour le campus universitaire, concernant la violence, les sévices, et donc moi je devais vraiment m'accrocher à ma chaise, et donc on a déjà eu ce genre de dialogue il y a 45 ans. Et donc, franchement, c'est quelque chose qui devrait être considéré comme dépassé une fois pour toutes. Donc, le fait d'avoir des gens qui peuvent être à la table, qui ont une expérience, et c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir des femmes à la table. Le fait d'avoir des femmes qui ont différentes expériences, différentes cultures, différentes langues, parce que cette expérience nous aide à comprendre les situations. Donc, les questions qui ont été par le passé traditionnellement des questions de femmes, eh bien, ça devient des questions canadiennes. Et c'est pour cela que le travail, que ce qu'a accompli le Premier ministre est si important. Et le fait de pouvoir parler des questions féminines, les femmes représentent la majorité de la population. Ce sont des questions importantes, la pauvreté, l'économie. Oui. Et c'est un commentaire très important parce que ce que moi je dirais, c'est que de fait, c'est tout la même chose. Je ne dirais pas que la pauvreté, c'est relié à l'économie. Je dirais que le débat par rapport à l'économie, eh bien, ça doit comprendre tout cela. Et je crois que, historiquement, nous avons dit, eh bien, traitons de l'économie. Assurons-nous de créer des emplois, assurons-nous d'équilibrer nos budgets et toutes les questions économiques. Mettons toutes ces mesures en place. Et ensuite, on s'attaquera à la pauvreté, la garde des enfants et la faim. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens, leur expérience avec l'économie, c'est est-ce qu'ils ont de la nourriture sur la table? Est-ce que les enfants peuvent aller à l'université, au collège? Voilà, ce sont toutes des questions économiques. Alors, tout le travail que nous devons faire pour améliorer l'économie et créer des emplois, c'est aussi pour nous assurer que la qualité de vie des gens soit la meilleure possible. Et je veux parler aussi des rumeurs au sujet de votre remaniement ministériel. Selon certaines sources, vous aimeriez que votre Conseil des ministres soit moins vieux, fatigué et gris. Et là, c'est une citation. Oui, je sais que c'est une citation, mais ce n'est pas la mienne. Oui, vous citez la source. Donc, voici. Je crois qu'il arrive toujours un moment au gouvernement où il est opportun qu'il y ait un certain renouvellement. Et avec un remaniement de conseil des ministres hypothétique, j'ai énormément de talent. Je cherche des gens qui ont des bonnes idées et heureusement, il y a beaucoup de gens qui ont énormément de talent au sein de mon Conseil des ministres et au sein de notre caucus. Et c'est très difficile. Et je sais que vous le savez ici, c'est la chose la plus difficile qu'un chef a à faire, c'est-à-dire de choisir les personnes au sein de son caucus pour que ces gens deviennent membres du Conseil du ministre. Mais vous savez, moi, j'écoute tout le monde.
tout le monde dans mon caucus. Donc, et ces discussions ont un incidence sur tout ce que nous faisons au Conseil des ministres. Donc, en parlant de ce remaniement hypothétique, ce que nous cherchons, c'est vraiment de changer les talents. Nous voulons tout simplement nous assurer que tout le monde peut avoir une voix à la table et pour qu'il puisse être entendu. Et je dirais simplement, l'expérience, eh bien, ce n'est pas une mauvaise chose. Dans certains cas, l'expérience vient avec l'âge. Moi, j'ai 63 ans. Je vais juste vous dire, ça peut être une bonne chose aussi, cette expérience de vie. Alors, que pensez-vous des jeunes? Que peuvent-ils apporter à la table? Ah, énormément de choses. C'est très important pour nous d'avoir des jeunes voix. Je suis très enthousiaste de constater à quel point notre parti, au niveau fédéral et provincial, eh bien, que nous puissions recruter des gens. Et cela a toujours été le cas. Nous devons être mis au défi. Nous devons faire vérifier nos hypothèses. Nous devons aller au bout des hypothèses. Donc, c'est important pour nous d'avoir des jeunes. Donc, présentement, aujourd'hui, les jeunes ont grandi avec une expérience complètement différente au plan technologique, une expérience différente au plan de l'emploi, comment le monde va fonctionner, comment mesurer la productivité. Et pour ceux d'entre nous qui viennent d'une autre génération, nous ne pouvons pas vraiment comprendre ce que cela veut dire d'avoir grandi avec de tels outils technologiques. Donc, c'est important que ces voix soient à la table et nous devons aussi comprendre quelles sont leurs attentes. Est-ce que vous aimeriez avoir un Conseil des ministres paritaire? Oui, je sais, Monsieur le Premier ministre. Je sais que je vais avoir beaucoup de questions. Merci beaucoup. Et c'est une bonne chose. On doit reconnaître que nous devons regarder le nombre de personnes, l'expérience, les régions. Et moi, je vais faire du mieux que je le peux afin de m'assurer d'avoir de la représentation des gens de partout dans la province, des hommes, des femmes et d'autres. Et si je ne réussis pas complètement, je vais continuer à travailler en ce sens. Et vraiment pour féliciter le Premier ministre, cette décision a eu vraiment un effet à l'échelle internationale. C'est une question, par exemple, que l'on a posée à Donald Trump. Et il avait une réponse formidable, tout à fait. N'est-ce pas qu'il a toujours de bonnes questions? Elles sont toujours bonnes. Ce sont les meilleures. Oui, et que vous êtes chanceuse de pouvoir travailler sur cette campagne. Oui. Mais pour parler de cette question, ce n'est pas quelque chose qui aurait été vraiment important même il y a quelques mois ou qui aurait eu beaucoup de profils. Bon, mais voilà, ce débat existe publiquement. Tout le monde doit comprendre que c'est une aspiration et nous devons porter une attention particulière afin de s'assurer que toutes ces voix puissent s'exprimer. Et aussi, le Premier ministre va participer pour la première fois au défilé de fierté. Donc, mais soyons clairs, notre Premier ministre ne va pas au défilé de fierté parce qu'il est Premier ministre. Il est venu par le passé et il a appuyé ce défilé. Et merci pour cela. Donc, Stephen Harper ne s'est jamais présenté au défilé de fierté. Vous croyez que peut-être qu'il était trop occupé depuis 10 ans? Il se disait toujours « Ah, j'étais trop occupé ». Mais je crois qu'il avait autre chose à faire. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est important pour le Premier ministre d'y être cette année? Eh bien, premièrement, c'est important parce que le Premier ministre Trudeau, avant qu'il soit Premier ministre, appuyait cette activité. Et c'est important pour la communauté de comprendre que ce n'était pas de l'opportunisme politique, plutôt que c'est quelque chose auquel il croit. Et c'est la raison pour laquelle il va être là cette année. Et je crois que l'autre chose qu'il faut signaler, c'est que le défilé de la fierté, pour ceux d'entre vous qui y aviez participé, vous savez que ce sont des célébrations de la diversité. Oui, c'est la célébration de LGBTQ2 et d'autres, mais c'est la célébration de notre communauté, mais aussi célébration de l'inclusion, de la diversité. Mais les participants
les participants qui ont le plus de reconnaissance, ce sont les parents. Et ce que moi, je ressens lors de ce défilé, ce que moi, je vois, c'est que ce sont des gens qui s'aiment et on se dit, nous tous, les uns les autres, tout le monde est correct. On s'accepte tous. Et lorsque vous vous êtes présenté au départ, le fait que vous étiez ouvertement lesbienne, vous croyez que ce serait une barrière pour vous. Eh bien, moi, je me suis présentée en 1994 au nord de Toronto et j'ai eu ma conversation de style Nord-Marie avec les enfants. Et moi, je me suis assise avec mes enfants et je leur ai dit, vous allez entendre des mauvaises choses au sujet de votre mère. Bon, ça ne servait à rien que Jen et moi prétendions que nous vivions une vie autre que la nôtre. Donc, dès le départ, c'est qui nous étions. Et cette question a été soulevée à toutes les tribunes. Vous ne pouvez pas gagner dans cette circonscription. Vous devez plutôt vous présenter à Toronto-Danforth. Vous êtes trop gay, vous êtes trop femme. Peu importe. C'était toujours un enjeu, que ce soit lorsque je me présentais comme candidate ou quand je me présentais pour un poste d'élu. Mais moi, j'ai dû filtrer toutes ces voix. J'ai dû décider deux choses. Premièrement, j'ai décidé que j'allais aller de l'avant et aussi j'ai décidé que j'avais un plan B. Mais ça, tous les politiciens le font. Lorsque vous vous présentez, il faut être préparé à perdre. Et donc, en termes de message, que ce soit les femmes ou quiconque qui pense à la politique, allez-y, foncez. Et filtrez toutes ces voix négatives. Bâtissez votre équipe et préparez-vous à gagner, mais en même temps, préparez-vous à avoir un plan B. Alors voilà, cela a été mon approche. Et est-ce que vous croyez que nous avons fait beaucoup de chemin depuis ce temps-là? Et croyez-vous que vous avez ouvert une porte? Oui, je crois que nous avons fait beaucoup de chemin. Je crois que les voix les plus fortes, alors que je me présentais à la direction du parti, eh bien, il y avait mes militants, mes sympathisants qui me disaient « Ne vous présentez pas, parce que vous n'allez pas pouvoir remporter une élection générale. » Mais moi, j'ai dit « Non, moi, je me présente. Je vais prononcer mon discours, je vais parler au Parti libéral et ce sera à eux de décider par la suite. » Et vous savez quoi? Ensuite, on a remporté, parce que c'est nous, ça, le Parti libéral. Et une des choses les plus extraordinaires au Canada, c'est que nous avons pu maintenir les progrès avec les minorités sexuelles d'aujourd'hui. Aux États-Unis, évidemment, le mariage gay est légal, mais ça ne fait pas très longtemps, mais il y a eu davantage de lois anti-gays qui ont été proposées suite à l'adoption du mariage gay. Oui, les femmes et les gays. Et une femme gay. C'est pire encore. Donc, comment pouvoir conserver ce progrès? Quel serait votre conseil? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mes conseils pour Donald Trump? Ne les lisez pas. Je ne vais pas vous offrir des conseils. Je pense que je peux nous offrir des conseils. Donc, revenir à la question de Wild Rose. Si vous suivez les médias sociaux de ce qui s'est passé, en Alberta, il y avait quand même cette conversation homophobe en ligne. Bon, peu importe. C'est la réalité. Nous devons comprendre que oui, nous avons fait beaucoup de chemin au Canada, mais nous ne sommes pas encore rendus à bon port. Nous ne sommes pas rendus à un moment où tous les enfants dans toutes les écoles se sentent bien et en sécurité. Nous ne pouvons pas tenir pour acquis que toutes les personnes ont l'information dont ils ont besoin pour bien comprendre la situation. Donc, pour nous, bien, continuons à être qui nous sommes. Mais parlez-en. Parlez-en, dites ce que vous avez à dire au sein de nos communautés. Il y a encore, vous savez, des gens qui vont venir au défilé de la fierté à Toronto. Ils sont encore
pas ouverts dans leur communauté, mais ils vont venir au défilé et c'est la première fois qu'ils vont pouvoir défiler main dans la main et être ouverts par rapport à qui ils sont. Voilà qui nous sommes au Canada en 2016 et nous devons être conscients de tout cela. Et si on accepte cela, eh bien nous, on sera le phare. Vous savez, vous serez, d'ailleurs, on sera la phare et les Américains viendront tous ici. Oui. Nous avons des Américains qui veulent que le premier ministre Trudeau se présente chez nous. Mais il a dû... Pour cette cause-là, pourquoi? Parce que si nous parlons des femmes qui ont besoin des droits et des services, nous devons parler des femmes autochtones parce que la violence contre les femmes est le plus sérieux avec les femmes autochtones. Je suis fière d'avoir un gouvernement qui travaille avec les autochtones pour assurer un level playing field. Nous avons une histoire qui n'est pas juste et nous avons la responsabilité à améliorer l'avenir. Thank you so much. Thank you so much, everybody. Merci à tout le monde. Merci pour tous ces beaux conseils.